Un passeport français. Dans la poche, dans le sac, dans le tiroir du bas d'un bureau à Rome ou à Lisbonne ou à Genève, il ne change pas. Le pays indiqué dessus reste le même. Mais la vie autour de lui, elle, a basculé complètement. Une autre langue dans la rue, une autre monnaie, ou le même euro avec un autre prix de l'appartement, d'autres collègues, d'autres habitudes, parfois un autre climat qui change physiquement la façon dont on se réveille le matin. 200 000 Français s'expatrient chaque année. Pas des aventuriers, pas des rebelles, des gens ordinaires, des ingénieurs, des infirmières, des architectes, des développeurs, des retraités, qui ont fait un calcul et qui ont décidé que ce calcul donnait un résultat différent de ce qu'ils avaient espéré en France. Et parmi eux, beaucoup choisissent l'Europe. Pas l'autre bout du monde, l'Europe. À 2 heures d'avion, parfois à 2 heures de train. 8 villes européennes vers lesquelles ces Français partent, chacune pour des raisons différentes. Et quand on arrivera à la première place, vous comprendrez pourquoi ce choix dit quelque chose de finalement assez beau sur les Français qui le font. Pas sur leur envie de fuir, mais sur ce qu'ils cherchent vraiment quand ils prennent la décision de partir. Numéro 8. Rome. Rome est dans ce classement pour une raison qui surprend un peu. On n'y va pas pour les salaires, pas pour la fiscalité, pas pour le dynamisme économique. On y va pour la beauté. Et pour quelque chose de plus difficile à nommer, une façon de prendre le temps qui ressemble à ce que les Français aimeraient avoir en France, mais qui s'est perdu quelque part dans les dernières décennies. La communauté française à Rome compte plusieurs milliers de résidents permanents, avec une concentration dans les quartiers du centre historique et du Trastevere. Ce sont souvent des profils particuliers, des artistes, des restaurateurs du patrimoine, des archéologues, des professeurs de l'école française de Rome, des journalistes, des créateurs. Des gens dont le travail est lié à la culture, à l'art, à l'histoire. Des gens qui ont besoin de la beauté comme d'un carburant. Camille, 34 ans, elle est restauratrice d'art. Elle a étudié aux Beaux-Arts de Paris, puis elle a obtenu un poste à l'Institut national pour la conservation du patrimoine à Rome. Elle vit dans le Testaccio depuis 6 ans. Elle dit que Rome lui a donné quelque chose que Paris ne donnait plus. L'impression que la beauté est normale. Que traverser le Tibre pour aller travailler, que passer devant le Panthéon un mardi matin en allant acheter son café, que voir les lumières du soir sur le Forum depuis certaines rues, tout ça n'est pas exceptionnel à Rome. C'est le quotidien. Elle dit aussi l'envers, la bureaucratie italienne, la lenteur administrative qui peut rendre fou quelqu'un habitué à l'efficacité française, les contrats précaires, les salaires d'une économie méditerranéenne qui n'a pas la puissance d'une économie du Nord. Elle dit qu'elle ne retournerait pas en France pour autant. Parce que ce qu'elle a à Rome, en termes de rapport quotidien à la beauté et à l'histoire, elle ne sait pas où le trouver ailleurs. Ce que Rome illustre dans ce classement des expatriations françaises, c'est quelque chose d'assez touchant. Les Français qui y vont ne cherchent pas une meilleure carrière ou de meilleures conditions matérielles. Ils cherchent quelque chose qu'ils ne savent pas toujours nommer avant d'y arriver, et qui ressemble, une fois là-bas, à une réconciliation avec l'idée que la vie peut être physiquement belle chaque jour. Que ce n'est pas un luxe réservé au week-end ou aux vacances. Que ça peut être le trajet du mardi matin pour acheter un café. Est-ce que vous pourriez quitter la France pour vivre définitivement dans un autre pays européen? Dites-le dans les commentaires. Juste oui ou non. Pas les raisons, pas les conditions. Juste la réponse instinctive. Si Rome attire ceux qui cherchent la beauté, la prochaine ville attire ceux qui cherchent l'excellence industrielle et les salaires qui vont avec. Numéro 7. Munich. Munich, capitale de la Bavière, siège d'Airbus, de BMW, de Siemens, de MAN, la deuxième ville d'Allemagne en termes de PIB par habitant, derrière Hambourg, avec une économie diversifiée et robuste qui a résisté aux crises mieux que la plupart des grandes villes européennes. Les Français à Munich sont souvent des ingénieurs, des profils techniques, mécaniques, électroniques, aéronautiques, chimie, qui ont été recrutés par les grandes entreprises bavaroises ou par leurs sous-traitants. Airbus emploie à Oberpfaffenhofen et dans ses sites bavarois des milliers d'ingénieurs, dont une proportion significative de Français. BMW et ses partenaires de développement font de même.
Le salaire d'un ingénieur débutant à Munich est environ 20 à 30% supérieur à ce que le même profil gagnerait dans les mêmes entreprises en France. Cette différence, après quelques années de carrière, représente des sommes significatives. Sans compter que le coût de la vie, bien qu'élevé pour une ville allemande, reste généralement inférieur à Paris pour une surface de logement équivalente. Nicolas, 42 ans. Il est ingénieur en systèmes embarqués. Il est à Munich depuis 12 ans, chez un équipementier automobile. Il dit que son salaire est environ 40% plus élevé que ce que gagnaient ses camarades de promotion restés en France dans des postes similaires. Il dit aussi que ce n'est pas que ça qu'il a retenu, que l'environnement professionnel, la rigueur, les investissements en R&D, la façon dont les entreprises bavaroises traitent l'ingénierie comme une valeur fondamentale et pas seulement comme un coût à réduire, tout ça lui a donné quelque chose qu'il n'était pas sûr de trouver à Paris. Il dit aussi que l'intégration sociale à Munich a été longue, que les Bavarois sont accueillants, mais qu'entrer dans leur cercle amical intime prend des années, que son réseau social est composé pour moitié d'expatriés d'autres nationalités, et que le dimanche fermé, en 12 ans, il n'a pas réussi à s'y habituer complètement. La trajectoire professionnelle de Nicolas à Munich illustre quelque chose d'important sur ce que l'Allemagne offre aux ingénieurs français. Ce n'est pas seulement le salaire, c'est la considération. En Allemagne, et en Bavière en particulier, l'ingénieur n'est pas simplement un exécutant de décisions prises par des managers venus du business ou de la finance. Il est un expert, écouté, respecté, dont la vie compte dans les décisions stratégiques. Cette culture de l'ingénierie comme valeur centrale, Nicolas dit qu'il ne l'a pas trouvée en France dans les mêmes proportions. Que ses amis ingénieurs restés à Paris lui décrivaient des postes où ils avaient l'impression d'être des rouages interchangeables dans des organisations où les financiers décident et les techniciens exécutent. À Munich, dit-il, c'est différent. Les gens qui construisent les choses ont de l'autorité sur ce qu'ils construisent. Si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo et ne vous êtes pas abonné, c'est le moment. On a 6 villes encore devant nous, et chacune illustre une façon différente de décider que l'Europe peut offrir quelque chose que la France ne propose pas encore. Numéro 6. Amsterdam. Amsterdam. 1 million d'habitants dans la ville, 2 700 000 dans la métropole. La capitale européenne des sièges sociaux américains, Uber, Netflix, Tesla, mais aussi ASML, le fabricant de machines à puces qui est devenu l'entreprise la plus stratégique du continent pour la souveraineté technologique de l'Europe. Amsterdam est la ville où la tech européenne se joue, avec une densité de start-up et d'entreprises digitales qui n'a d'équivalent que dans les Docklands londoniens ou à Berlin. Les Français y vont pour des raisons qui ressemblent à Munich, mais dans un registre différent. Par l'industrie lourde, le numérique, le marketing digital, la finance de marché, les métiers de plateforme. La ville est parfaitement anglophone, ce qui signifie qu'on peut y travailler, y vivre, y socialiser en anglais sans jamais maîtriser le néerlandais. Ce qui est un avantage pratique et un piège à long terme dont nous avons déjà parlé. Sophie, 31 ans, développeuse front-end. Elle est arrivée à Amsterdam il y a 4 ans, recrutée par une scale-up néerlandaise depuis LinkedIn. Elle gagne 2 fois et demi ce qu'elle gagnait à Lyon. Elle dit qu'Amsterdam est la ville la plus internationale qu'elle ait jamais vue, que dans son équipe de 22 personnes, il y a 13 nationalités différentes et que personne ne remarque plus. Que c'est une liberté réelle. Elle dit aussi que le logement est un enfer, que son appartement de 45 mètres carrés lui coûte 1 900 € par mois en dehors du centre-ville, que les prix ont augmenté de 22% en 2 ans, que des collègues sont partis vers Utrecht ou Eindhoven parce qu'Amsterdam était devenu trop cher. Elle reste parce que son réseau professionnel est là et que changer de réseau coûte plus qu'un loyer élevé. Ce qu'Amsterdam dit sur les Français qui l'ont choisi, c'est quelque chose de légèrement différent de ce qu'on entend dans les récits habituels d'expatriation. Ce ne sont pas des gens qui fuient la fiscalité française ou le malaise social. Ce sont des gens qui cherchent un environnement professionnel d'une certaine nature, international, mobile, tourné vers l'innovation technologique, qui ne trouvent pas encore en France à la même densité et à la même vitesse. Ils construisent une carrière dans un écosystème qui n'existe pas encore à Paris dans les mêmes proportions. Et quand Paris leur a construit,
Certains disent que c'est en cours avec la station F et les initiatives French Tech. Certains reviendront. Certains resteront parce qu'ils auront mis des racines. Numéro 5. Bruxelles. Bruxelles. La capitale de fait de l'Union européenne. 1 200 000 habitants dans la région de Bruxelles-Capitale et une communauté française estimée entre 100 000 et 150 000 personnes, ce qui en fait l'une des plus grandes concentrations de Français hors de France en Europe après la Grande-Bretagne. Pourquoi Bruxelles? Les raisons sont multiples et stratifiées selon les générations. Les fonctionnaires européens, commissions, parlements, conseils, agences spécialisées et leurs familles constituent le noyau historique de la présence française à Bruxelles. S'y sont ajoutés les lobbyistes, les avocats d'affaires, les consultants qui gravitent autour des institutions européennes. Puis les profils plus larges, entrepreneurs, créatifs, travailleurs dans les ONG et organisations internationales, chercheurs, professeurs des universités bruxelloises. Jean-Michel, 55 ans. Il travaille depuis 22 ans à la Commission européenne, à la Direction générale de l'environnement. Il est arrivé à Bruxelles avec sa femme à 33 ans, les deux fonctionnaires européens. Leurs enfants sont nés à Bruxelles, ont grandi à l'école européenne, parlent français, anglais et néerlandais. Il dit qu'il est difficile de définir si Bruxelles est une expatriation ou un mode de vie, qu'il se sent à la fois profondément français et profondément européen. Que ces deux identités ne se contredisent pas à Bruxelles. Elles s'y côtoient dans le même immeuble, parfois dans le même appartement. Il dit aussi que la grisaille le pèse, que 11 ans à Bruxelles sur 12 produisent un manque de lumière solaire auquel aucun Français du Sud ne s'habitue vraiment. Que ses vacances en Provence ont, depuis 22 ans, la même fonction psychologique. Lui rappeler que le soleil est réel et qu'il peut y retourner. Ce que Bruxelles dit sur les Français qui la choisissent, c'est quelque chose d'assez spécifique. Ils croient en l'Europe. Pas abstraitement, concrètement. Ils ont décidé de travailler pour les institutions qui la font fonctionner ou pour les entreprises qui s'en nourrissent. Bruxelles est une ville de conviction autant qu'une ville de carrière. Numéro 4. Barcelone. Barcelone. Deuxième ville d'Espagne, premier port de Méditerranée, 4 millions d'habitants dans l'agglomération, un climat qui fait de la terrasse de son appartement un prolongement naturel du salon. Une scène gastronomique, artistique, architecturale, qui n'a pas grand-chose à envier à n'importe quelle ville européenne. Et une communauté française estimée à plus de 40 000 personnes dans la ville, avec des concentrations dans les quartiers de Gracia, San Gervasi et Sarria. Les Français vont à Barcelone pour des raisons qui ressemblent à un rêve méditerranéen, mais un rêve avec des nuances que les années sur place mettent en lumière. Lucie, 29 ans, designer graphique. Elle est arrivée à Barcelone après ses études à l'ESSAG Penningen, attirée par la scène du design de la ville et par le soleil. Elle y est depuis 3 ans. Elle dit que Barcelone est l'une des villes les plus stimulantes qu'elle ait habitées en termes de créativité, de mélange de culture, de qualité de la vie sociale et de la rue. Que se promener dans l'Eixample ou dans le Born avec ses bâtiments de la Renaissance et ses façades modernistes produit chaque jour un plaisir esthétique réel. Et puis, le marché du travail. Les salaires espagnols pour une designer de son niveau sont environ 40% inférieurs aux salaires parisiens comparables. Les loyers barcelonais, qui ont augmenté de 40% en 5 ans, absorbent une proportion de son revenu qui ne lui laisse plus beaucoup. Elle travaille pour des clients français et européens en télétravail, ce qui lui permet de facturer en euros à des taux qui ne sont pas ceux du marché local. Mais elle dit que sans ce client français, Barcelone serait rapidement devenue intenable. Elle reste. Parce que le soleil, parce que la vie sociale, parce que l'art de vivre catalan qu'elle a fait sien. Mais avec des yeux ouverts sur l'équation économique qui se resserre chaque année. Il y a une tension dans Barcelone pour les Français qui y vivent qui mérite d'être nommée. La ville est devenue l'objet d'un ressentiment croissant de la part d'une partie de ses habitants historiques, les familles catalanes et espagnoles qui habitaient certains quartiers depuis des générations et qui ont été poussées vers la périphérie par la gentrification liée au tourisme et à l'afflux d'expatriés. Des mouvements anti-tourisme, anti-gentrification se sont développés à Barcelone ces dernières années avec une intensité que d'autres villes européennes n'ont pas encore connue.
Lucie dit qu'elle en est consciente, qu'elle fait partie d'un flux qui crée un problème pour ceux qui vivaient là avant. Que cette conscience ne change pas sa décision de rester, mais qu'elle la force à y penser autrement qu'à travers le prisme de sa propre satisfaction. Numéro 3. Lisbonne. Depuis 2020, le Portugal connaît une croissance de son attrait expatrié de 15% par an, selon les données des associations de Français de l'étranger. C'est le rythme le plus rapide d'Europe. Et Lisbonne est le cœur de ce phénomène. Pourquoi Lisbonne? La réponse est multiple, mais quelques éléments dominent. Le coût de la vie d'abord. Même si les prix ont beaucoup augmenté depuis 2020, Lisbonne reste significativement moins cher que Paris sur le logement et la consommation courante. Le climat ensuite. 2800 heures de soleil par an, des hivers doux, une qualité de lumière qui fait rêver les photographes et les peintres. La qualité de vie. La mer à 30 minutes du centre, les collines, la gastronomie basée sur des produits locaux d'excellence, une architecture qui mêle azoulé rose du 18e et rénovation contemporaine. Et pour les retraités français, un avantage fiscal particulier qui a longtemps existé sous le régime des résidents non habituels, le RNH, qui permettait d'être imposé de façon avantageuse sur les pensions et revenus étrangers pendant 10 ans. Ce régime a été réformé depuis 2024, mais il a attiré une vague de retraités français qui ont vendu leur appartement parisien pour acheter à Lisbonne ou dans la région de Cascais, et qui vivent aujourd'hui avec une pension qui leur permet d'occuper le centre-ville lisboète alors que la même pension ne leur permettait plus d'habiter de centre de Paris. Marc, 58 ans, et Isabelle, 56 ans. Lui était comptable, elle enseignante. Ils ont pris leur retraite anticipée, vendu leur appartement du 18e arrondissement de Paris, 280 000 euros, et acheté une maison à Sintra, à 30 minutes de Lisbonne, pour 215 000 euros. Le reste, ils l'ont placé. Leur pension combinée s'élève à 2 800 euros par mois. À Paris, ils vivaient dans un appartement dont le loyer aurait absorbé la moitié de ce montant. À Sintra, ils ont une maison avec un jardin, une vue sur les collines boisées et des fins de mois sans angoisse. Marc dit une chose qui résume la décision de beaucoup de retraités français à Lisbonne. On n'a pas quitté la France. On a changé d'endroit pour y vivre bien avec ce qu'on a gagné en la servant. Ce que la trajectoire de Marc et Isabelle dit sur Lisbonne, c'est quelque chose de spécifique à la génération des 55 à 65 ans qui part maintenant à la retraite. Ce sont des gens qui ont travaillé toute leur vie dans la France d'après-guerre, qui ont cotisé, payé leurs impôts, élevé leurs enfants dans une France qui leur avait promis une retraite digne. Cette retraite, ils l'ont. Mais la France dans laquelle elle devait être vécue a changé de prix. Les loyers parisiens ont doublé en 10 ans. Le coût de la vie à Lyon ou Bordeaux a suivi. Et ces retraités ont réalisé que leur pension, dernier à la sueur d'une vie entière de travail, ne leur permettait plus de vivre dans les villes où ils avaient passé ces décennies. Lisbonne ne les a pas attirés par la fiscalité, même si elle a joué un rôle. Elle les a attirés parce qu'elle a dit oui quand la France devenait difficile à habiter pour eux. Ce n'est pas un abandon de la France. C'est une décision économique rationnelle dans un monde où les frontières européennes sont ouvertes et où une pension française peut financer une vie digne dans un autre pays de l'Union. Numéro 2. Dublin. Dublin n'est pas la destination à laquelle on pense en premier quand on parle d'expatriation française. Et pourtant, la capitale irlandaise concentre une communauté française significative, entre 15 000 et 20 000 résidents permanents, auxquels s'ajoutent des flux constants de travailleurs sur des contrats de 2 à 5 ans. Et pour une raison précise, documentée, répétée dans toutes les bouches des Français qui y vivent, les multinationales américaines. Google, Amazon, Microsoft, Facebook, désormais Meta, LinkedIn, Airbnb, Stripe, tout ont leur siège européen à Dublin. Ce n'est pas un hasard. L'Irlande applique un taux d'imposition des sociétés de 12,5%, le plus bas de l'Union européenne. Cette fiscalité a attiré des dizaines de sièges européens et a transformé Dublin en hub d'emploi technologique d'une ampleur qui dépasse la taille de la ville. 1 300 000 habitants dans l'agglomération. Des emplois qui paient en moyenne 30 à 50% plus qu'en France pour des profils comparables dans la tech, le marketing digital, la finance de plateforme. Antoine, 38 ans. Il travaille chez Google à Dublin depuis 7 ans
dans l'équipe de monétisation des annonces publicitaires. Son salaire est environ 2 fois ce qu'il gagnait à Paris dans un poste comparable. Il dit que Dublin est une ville où tout le monde est de passage, que la moitié de ses collègues changent tous les 2 ans, que l'énergie est celle d'une ville en permanence en construction d'elle-même, que cette instabilité est vivifiante professionnellement et épuisante socialement. La crise du logement dublinois est documentée et sévère. Le loyer d'un appartement d'une chambre dépasse 2 000 € dans les quartiers centraux. Des collègues d'Antoine ont quitté Dublin uniquement pour cette raison. Des salaires excellents avalés par un marché immobilier en ébullition. Lui reste parce que son projet de vie est clair. Encore 2 à 3 ans, constitution d'un capital, retour en France ou installation au Portugal. Il dit que Dublin lui a appris quelque chose qu'il n'attendait pas, qu'une ville peut être professionnellement excellente et humainement épuisante en même temps, que ce n'est pas incompatible. Et que la question de savoir dans quelle proportion on veut l'un et l'autre est une question qu'il n'aurait pas supposée avant de venir à Dublin. Il y a quelque chose dans la Dublin des Français tech qui ressemble à une parenthèse intensive dans une vie professionnelle. Une phase où l'on accumule du capital, de l'expérience, du réseau international, avec l'idée que cette phase a une durée. Que ce n'est pas là où on vieillit, mais là où on construit quelque chose qui permettra de vivre mieux ailleurs ensuite. Cette mentalité de la parenthèse est peut-être ce qui distingue Dublin des autres villes de ce classement. À Rome, à Barcelone, à Lisbonne, les gens y vont pour rester. À Dublin, beaucoup y vont pour partir mieux. Et cette clarté sur la temporalité de l'expatriation est peut-être la forme la plus lucide qu'elle peut prendre. Celle dont le titre de cette vidéo dit qu'elle est plutôt honorable. Ce n'est pas la plus ensoleillée, pas la moins chère, pas la plus décontractée. C'est celle qui attire des Français pour une raison qui dit quelque chose de précis sur leur valeur aux yeux du monde. Numéro 1. Genève. Genève. 446 000 habitants dans la ville, 1 million dans le Grand Genève métropole transfrontalière. Et une concentration de Français qui fait de cette ville l'endroit d'Europe où la densité d'expatriés français au mètre carré est peut-être la plus élevée, après Bruxelles pour le volume absolu, mais Bruxelles est 6 fois plus grande. Les chiffres sont clairs. Environ 180 000 Français vivent en Suisse selon le registre consulaire de 2025. Une grande partie dans le bassin genevois et vaudois. Des frontaliers qui traversent la frontière chaque matin depuis Annemasse, Ferney-Voltaire, Saint-Genis-Pouilly et des résidents qui habitent à Genève même ou dans les communes de la rive du lac. Mais ce qui rend Genève honorable, au sens de ce titre, c'est qui vient. Les Français à Genève ne sont pas majoritairement des retraités fiscaux ou des profils économiques interchangeables. Ils sont, dans une proportion significative, des professionnels recrutés sur leur excellence dans les domaines où Genève est la capitale mondiale. La médecine internationale, l'OMS, le CICR, Médecins sans frontières, ont leur siège ici. La recherche fondamentale, le CERN, qui a inventé Internet et qui cherche aujourd'hui à percer les secrets du boson de Higgs, emploie des milliers de physiciens, dont une proportion importante de Français recrutés au mérite. La diplomatie, une vingtaine d'organisations internationales, 250 organisations non gouvernementales, 160 délégations diplomatiques permanentes. La finance privée, des banques privées qui gèrent les fortunes mondiales et qui cherchent des analystes et des gérants d'actifs de niveau international. Ces Français ne sont pas à Genève parce que c'est moins cher ou plus ensoleillé. Ils y sont parce qu'on les y a recrutés, parce que leur domaine d'excellence a Genève pour centre de gravité mondiale, et que rester en France aurait signifié renoncer à exercer ce domaine à son plus haut niveau. Hélène, 47 ans, médecin épidémiologiste. Elle a fait son doctorat à Paris, sa spécialisation en maladies infectieuses à l'INSERM, et elle a été recrutée à l'Organisation mondiale de la santé il y a 10 ans pour diriger une équipe de surveillance des épidémies émergentes. Son travail consiste à anticiper la prochaine pandémie avant qu'elle ne commence. C'est le genre de travail qu'on ne peut faire qu'à Genève, parce que c'est là que les données de 194 pays convergent, là que les protocoles internationaux se négocient, là que les décisions qui peuvent sauver des millions de vies s'élaborent. Elle dit qu'elle vit bien à Genève, que son salaire, indexé sur l'échelle internationale de l'OMS,
est substantiellement supérieure à ce qu'elle gagnerait en France. Que le lac, les Alpes, la propreté de la ville, le fonctionnement des transports, tout ça est réel et agréable. Mais elle dit aussi que ce qui la retient à Genève, ce n'est pas le cadre de vie, c'est que son travail, ici, compte, que les décisions qu'elle prend ont des conséquences à l'échelle mondiale, et que ce niveau d'impact, elle ne sait pas où elle pourrait le trouver ailleurs. Genève est honorable en première place, parce que les Français qui y vivent sont souvent là parce qu'ils ont été choisis, parce que le monde a regardé leurs compétences et a dit « c'est ici que vous devez être ». Ce n'est pas une expatriation par défaut ou par dépit, c'est une expatriation par excellence. Ce passeport français dans la poche, il n'a pas changé. Mais la vie autour de lui, à Genève, à Lisbonne, à Dublin, à Barcelone, à Bruxelles, à Amsterdam, à Munich, à Rome, elle dit quelque chose de différent selon l'endroit. Dans certaines villes, les Français partent parce que les salaires y sont meilleurs. Dans d'autres, parce que le soleil manquait. Dans d'autres encore, parce qu'ils croyaient en quelque chose, l'Europe, la médecine internationale, la beauté, et que cette chose était ailleurs. Ce qui est commun à tous ces départs, c'est qu'ils ne sont pas irréversibles. 200 000 Français partent chaque année, et chaque année, des dizaines de milliers rentrent. Avec leurs expériences, leur langue, leur réseau, leur façon de voir les choses autrement. La France qui perd ses talents à Genève ou à Dublin les récupère parfois 20 ans plus tard, avec une valeur ajoutée que seule l'expatriation peut produire. Ce n'est pas une consolation facile, mais c'est vrai. 8 villes, 8 façons d'être français en Europe. Rome et la beauté quotidienne. Munich et l'excellence industrielle. Amsterdam et la tech internationale. Bruxelles et la conviction européenne. Barcelone et l'art de vivre méditerranéen. Lisbonne et la pension qui permet enfin de vivre. Dublin et les multinationales américaines. Genève et le recrutement par le monde pour le mérite. Ces Français ne sont pas partis parce que la France était mauvaise. Ils sont partis parce qu'autre chose était possible. Et c'est peut-être la chose la plus importante que cette liste dit. La France a formé des gens excellents. Et ces gens ont décidé d'exercer leur excellence là où on les en donnait les meilleurs moyens. La question à laquelle cette vidéo ne peut pas répondre à votre place, est-ce que c'est une réussite de la France ou un échec? Est-ce que former des gens qui vont enrichir le reste du monde est une victoire ou une perte? Répondez dans les commentaires. Je suis sincèrement curieux de savoir ce que vous en pensez. Abonnez-vous si vous voulez qu'on continue à regarder l'expatriation française avec des chiffres et des histoires humaines sans simplification ni jugement. Et si cette vidéo vous a fait réfléchir à votre propre rapport à la France et à l'Europe, le like aide l'algorithme à la montrer à ceux qui se posent les mêmes questions.